Awinandel Moreau me rappelant une opinion bien caractéristique du général, très distingué, le marque. Il avait été attaché à Moreau, s'était trouvé longtemps sous ses ordres. Et, cherchant à me faire comprendre la différence de fer de ce général avec celui de Napoléon, il disait si les deux armées ont été en présence et qu'on eut quelque temps à se retourner, de me serais mis dans les rangs de Moreau, dont il aurait eu des régularités, des précisions, des calculs. Il était impossible de lui être supérieur à cet égard, peut-être même de l'égaler. Mais si les deux armées étaient venues au-devant, l'une de l'autre, à la distance de 100 lieues, l'empereur eût escamoté 3, 4, 5 fois son adversaire avant que celui-ci eût eu le temps de se reconnaître. 27. Nous avons failli n'avoir point de déjeuner ou une éruption des rats qui avions débouché de plusieurs points dans la cuisine durant la nuit, avions tout enlevé, tout ensemble, littéralement infestés. Ils sont énormes, méchants et très hardis. Il ne leur fallait que fort peu de temps pour percer nos murs et nos planchers. La soudure de nos repas leur suffisait pour pénétrer dans le salon où les attira le voisinage des maîtres. Il nous est arrivé plus d'une fois d'avoir à leur donner bataille après le désert. Et une fois l'empereur voulant se retirer, celui de nous qui fut lui prendre son chapeau. On fit bondir un des plus gros. Nous, palefreniers, avions voulu élever des volailles. Les durons y renoncer parce que les rats les leur dévorèrent tout. Ils allaient jusqu'à le saisir la nuit perchés sur les arbres. Aujourd'hui, l'empereur traduisant une espèce de revue ou journal dans lequel se trouvait que Lord Castlereagh, dans une grande assemblée publique, avait prononcé que Napoléon, depuis sa chute même, n'avait pas fait difficulté de dire que tant qu'il eût régné et eût continué de faire la guerre à l'Angleterre, n'ayant jamais eu d'autre but que de la détruire. L'empereur n'a pas pu s'empêcher de se sentir aiguillonné par ces paroles. Il faut, a-t-il dit avec indignation, que Lord Castlereagh soit bien familier avec le mensonge et qui compte bien sur la bonhomie de ses auditeurs. Serait-il donc possible que leur bon sens leur permît de croire que j'aurais dit une pareille sottise? Lors même qu'elle eût été dans ma pensée. Plus loin se disait encore que Lord Castlereagh avait dit en plein parlement que si l'armée française était si fort attachée à Napoléon, c'est qu'elle faisait une espèce de conscription de toutes les héritières de l'Empire et qu'il distribuait ensuite à ses généraux. Ici a repris encore l'empereur Lord Castlereagh ce mot de nouveau à lui-même. Il est venu au milieu de nous. Il a eu nos mœurs, nos lois, la vérité. Il doit être sûr qu'une pareille chose était impossible, tout à fait au-dessus de ma puissance. Puis qui prendrait-il donc notre nation? Les Français étaient incapables de souffrir jamais une telle tyrannie. Sans doute, j'ai fait beaucoup de mariages. Et j'ai voulu en faire des milliers d'autres. C'était un des grands moyens de m'amalgamer, de fondre en une seule famille des factions inconciliables. Si j'eusse plus de temps à moi, je me serais occupé d'éteindre ces unions aux provinces réunies, même à la Confédération du Rhin, afin de resserrer davantage ces portions éparses. Mais dans tout cela, je n'ai jamais employé que mon influence, jamais mon autorité.
Lord Castlereagh n'y regarde pas de si près. Sa politique a besoin de me rendre odieux. Tous les moyens lui sont bons. Il ne recule devant aucune calomnie. Il se trouve à son aise pour cela. Je suis dans les fers. Il a pris tous les moyens de me tenir la bouche fermée, de me rendre impossible toute réplique, et je suis à milieu du théâtre. Il est donc bien posté. Rien ne le gêne. Mais certes, c'est là le comble de l'impudence, de la bassesse, de la lâcheté. Voici du reste un exemple qui peut servir de preuve aux assertions mises plus haut par Napoléon. Je tiens le récit de la bouche même du premier intéressé. Monsieur d'Aligre avait une fille héritière immense. Il vint la pensée de l'empereur de la marier à monsieur de Caulaincourt, duc de Vis-Puissance. L'empereur l'affectionnait beaucoup, on le regardait comme une espèce de favori. Ses qualités personnelles, non moins que ses emplois, en faisaient des premiers personnages de l'Empire. L'empereur n'imaginait donc pas qu'il pût se présenter le moindre obstacle à cette union. Il mande à M. d'Aligre, qui venait souvent à la cour, et lui fait sa demande. Mais M. d'Aligre avait d'autres goûts et s'y refusa. Napoléon le retourna. De toute manière, M. d'Aligre fut inébranlable. En me le racontant, il me laissait apercevoir qu'il croyait avoir montré beaucoup de courage. Et en effet, il en avait tout le mérite, car il pensait ainsi que nous tous qu'il était très dangereux de contrarier les volontés de l'empereur. Il se trompait ainsi que nous ne le connaissions pas. Je sais aujourd'hui que la justice privée et surtout les droits des familles sont tout puissants sur lui. Aussi, je ne sache pas que M. d'Aligre ait jamais eu à souffrir ou à se plaindre de ses refus. Après le dîner, l'empereur a essayé vainement quelques romans de Pigault-Lebrun et autres de même nature. Mais après avoir feuilleté quelques pages de chacun, il les a rejetés tous, disant qu'ils étaient aussi par trop de mauvais goût. 28. Vers 1 heure, l'empereur m'a fait venir avec mon fils. Nous lui avons apporté le premier chapitre des campagnes d'Italie avec le nouveau travail qui le complète. Il nous a tenus jusqu'à près de 6 heures. Le gouverneur avait fait visite au grand maréchal et lui avait fait présenter vaguement des réductions à Longwood. Il avait naïvement exprimé qu'on avait pensé à Londres que la liberté qui nous avait été offerte de revenir en Europe diminué de beaucoup l'entourage de l'empereur. Il avait dit aussi, sans que le grand maréchal pût bien le comprendre, que si nous avions de la fortune à nous, nous pouvions nous aider de notre argent et tirer sur nous-mêmes ainsi que je l'avais déjà fait, disait-il. Il a dit que son gouvernement avait entendu donner à l'empereur une table journalière de 4 personnes au plus et ne lui permettre continuer prier par semaine. Quels détails! Aurait-il eu la pensée d'insinuer que, quant à nous, nous devions payer pension et entrer à l'avenir pour quelque chose dans les dépenses de la maison qu'on ne le pense pas incroyable? Nous apprenons généralement ici à croire que tout est possible. Dans un autre moment, l'empereur, revenons sur une lecture qu'il venait de faire. Et tout se trouvait l'histoire d'une Irlandaise au sujet de laquelle Goldsmith, le maltraité fort, se rappelait très bien, disait-il, qu'il se rendant à Bayonne au château de Marrage à la fête que lui donna la ville de Bordeaux. Il vit
aux côtés de l'impératrice Joséphine, une figure charmante de la plus grande beauté. Il en fut vivement frappé. On ne peut pas s'en apercevoir de l'impression qu'elle avait causée. Elle avait été prévue et ménagée devant ce par quelqu'un qui lui tenait de près. Et tu sais, dit l'empereur, quelle attention, c'était une demoiselle Blanc. Depuis Madame Blanc, nouvelle lectrice de l'impératrice Joséphine, cette jeune personne suivie donc au château de Marache et à ne pas manquer, disait l'empereur, de faire des grands progrès. Elle occupait déjà véritablement la pensée quand Monsieur de Lavalette, qui avait le secret des postes, vint détruire les charmes. Il envoyait directement à l'empereur une lettre adressée à la jeune personne. Cette lettre était de sa mère ou de sa tante, laquelle était irlandaise. Or, ici, la petite personne, on lui traçait le rôle qu'elle devait jouer, on lui recommandait de l'adresse et on insistait surtout pour qu'elle ne manquait pas de se ménager à propos et à tout prix des traces vivantes qui puissent prolonger sa faveur ou lui réserver des grands rapports d'intérêt. À cette lecture, toute illusion évanouie, disait l'empereur. La saleté de l'intrigue, la turpitude des états, le style, la main qu'il avait tracé, mais par-dessus tout encore son titre d'étrangère. Un ménagement d'égout immédiat. Et la petite et jolie Irlandaise fut en effet, comme le dit Goldsmith, mise dans une chaise de poste et soudainement acheminée vers Paris. Et voilà que je prends, nous disait l'empereur, qu'un libéraliste m'en fait un crime lorsqu'au fait c'était bien plutôt de ma part une vertu, un acte de contenance dont je pourrais me vanter à plus juste titre. Peut-être que la fameux Scipion, mais c'est ainsi qu'on écrit l'histoire.